Amos Zongnaba, expert fiscal et président de l'association Fiscalité et Développement Local AFDL, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons de la suspension du processus de transfert des ressources financières de l'État aux collectivités territoriales en accompagnement des compétences transférées et de la dotation globale d'équipement exercice 2025. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Kaboré, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs. Merci de toujours répondre présent à l'invitation du DG Info. Déjà, pour commencer, dites-nous, que doit-on comprendre dans la notion de collectivité territoriale? On va faire un peu de pédagogie pour commencer. Merci beaucoup à True TV et à Watt FM pour l'invitation. Notre association se sent très honorée de participer à l'éclairage sur certains sujets d'intérêt national et surtout d'intérêt pour les collectivités territoriales. Alors, ceci dit, je voudrais vraiment m'incliner auprès de toutes ces personnes qui se battent jour et nuit pour notre pays. Je vais parler des forces combattantes, les forces de défense et de sécurité et bien sûr les VDP et toutes ces personnes VDP qui se retrouvent soit au niveau public, soit au niveau privé pour que notre pays puisse tenir le coup. À toutes ces personnes, je dis bravo et je m'incline. Alors, pour répondre à votre question, c'est quoi une collectivité territoriale? Selon le Code général des collectivités territoriales qui en fait une loi, la loi 055 du 21 décembre 2004, la collectivité territoriale au Burkina est une subdivision du territoire, mais qui est dotée d'une autonomie de gestion et également d'une liberté financière. Voilà, pour dire tout simplement que ces deux caractéristiques permettent à la collectivité de s'administrer librement, d'avoir un budget propre à lui et de s'administrer librement. Au Burkina Faso, il y a deux types de collectivités. Nous avons la région et nous avons la commune. Nous avons bien sûr 13 régions au Burkina, 351 communes au Burkina, dont 49 communes urbaines et 302 communes rurales. Quelles sont les dispositions qui permettent de réglementer justement la gestion au niveau de ces collectivités territoriales? Justement, c'est la loi 055 justement du 21 décembre 2004 qui est j'allais dire l'une des lois fondamentales en matière de décentralisation et qui montre un peu comment les collectivités territoriales au Burkina doivent être gérées. Il y a d'autres lois, par exemple la loi de 2006 portant mobilisation des ressources et des dépenses au niveau des collectivités. Il y a également d'autres textes réglementaires, notamment les régimes financiers et comptables des collectivités territoriales de 2019, qui a été modifié en 2023. Il y a bien sûr d'autres textes qui accompagnent, notamment comment on doit transférer les ressources de l'État vers les collectivités territoriales. Donc on peut dire que tous ces textes-là sont des textes qui sont là pour régir la gestion, surtout la gestion financière et comptable au niveau des collectivités territoriales. Je l'ai dit tout à l'heure, les collectivités territoriales ont une autonomie de gestion, mais dans notre processus de décentralisation, j'ai bien dit un processus parce que nous sommes toujours dans le processus, dans la dynamique de la décentralisation. Il est fait de telle sorte que les budgets puissent être quand même supervisés par l'État central. Donc cela fait que, notamment pour ce qui concerne les ressources propres et les ressources concernant les transferts, peuvent être regardés, c'est-à-dire les budgets, une fois qu'ils sont validés au niveau du conseil municipal ou au niveau de la délégation spéciale, ils doivent être acheminés au niveau de ce qu'on appelle la commission la CTR. Voilà, c'est une commission qui examine les budgets, voilà, soit la CTR, soit la CTI. Donc CTR au niveau régional, CTI au niveau national, concernant les budgets qui doivent être examinés, que ce soit les budgets primitifs ou encore les budgets rectificatifs. Parmi les textes qui régissent donc le fonctionnement de ces collectivités territoriales, vous avez parlé de certains qui datent de 2006. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les collectivités territoriales font face à un certain nombre de défis. Est-ce que ces textes sont en phase avec les réalités du moment? Bon, c'est discutable parce que effectivement, au niveau
quand on prend la loi 2004, notamment la loi qui régit le Code général des collectivités territoriales, notamment les collectivités territoriales, c'est une loi qui a aujourd'hui 21 ans. C'est une, voilà, c'est assez loin en termes de temps. Voilà. Si vous prenez aussi la loi de 2006 qui régit la mobilisation, c'est pratiquement un transfuge des textes de la loi la loi plutôt de 2004. Mais quand vous regardez, effectivement, il y a encore des choses à revoir parce que le temps s'est écoulé, il y a des nouvelles réalités. Voilà, et en son temps, nous étions au début du processus. Donc cela fait que même le Code général des collectivités était en révision. Je pense que le texte même était parvenu à l'Assemblée nationale pour adoption, mais pour plusieurs raisons, le texte n'a pas été voté. Je parle du Code général des collectivités territoriales. Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'on voulait revoir pour réorienter notre processus de décentralisation. Alors, l'autre remarque aussi que l'on a faite, c'est que dans la plupart des régimes qui se sont succédés, on a le plus souvent assisté à une dissolution, en fait, de ce que nous avons comme collectivité territoriale. Aujourd'hui, il y a ces experts qui estiment tout juste qu'on aurait pu quand même les maintenir et passer à une autre forme de gestion. En tant qu'expert, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, il y a deux écoles concernant cette situation, parce que lorsqu'il y a une situation... On a peut-être le cas du Mali. Oui, par exemple, au Mali, les collectivités territoriales n'ont pas été dissoutes, mais elles ont été réorganisées en fonction de la nouvelle vision politique des autorités en place. Mais ici, nous avons fait le choix de les dissoudre. L'un et l'autre a des avantages. Si on prend la dissolution ou ne pas les dissoudre, peuvent avoir des avantages. Parce que aussi, il faut dire qu'il y a des élus locaux au niveau de ces collectivités. Donc, lorsqu'on arrive avec une nouvelle vision politique, souvent, on veut que cette vision soit implémentée jusqu'au niveau local, jusqu'au niveau, j'allais dire, de la subdivision du territoire. Donc, cela fait que, effectivement, on peut arriver à la dissolution. Et comme d'autres aussi estiment qu'on n'a pas besoin de dissoudre, il suffit juste de convaincre ces nouvelles personnes de là où nous voulons aller. Donc, c'est un choix politique que je ne peux pas défendre techniquement, je ne peux pas expliquer pourquoi. Toujours est-il que c'est des choix qu'il faut faire et puis les assumer, à mon avis. Maintenant, là où je peux insister, c'est la dissolution, par exemple, des CVD, les comités villageois de développement. Je pense que là, on aurait pu peut-être ne pas les dissoudre et voir comment est-ce que nous allons les accompagner parce que quand on les a dissous, il manque un échelon jusqu'aux citoyens. Parce que c'était organisé qu'on a l'État central, on a les collectivités. Dans les collectivités, on a la région, on a la commune, on a le village ou le secteur. Mais dans les villages et les secteurs, on a les représentants qui sont les comités villageois de développement. Donc, eux étaient, j'allais dire, chargés d'organiser le développement au niveau des quartiers, au niveau des villages, au niveau des secteurs. Mais ce maillon-là manque justement parce qu'on les a dissous. Malheureusement, ça n'a pas été remplacé. C'est vrai que le texte dit qu'il y a les couverts qui ont été créés, mais jusqu'à présent, les couverts ne sont pas encore opérationnels. Cela fait qu'il y a un échelon manquant dans le processus de développement qui permet aux citoyens depuis la base de participer au processus de décision et bien sûr au développement. Quelle est votre appréciation par rapport au mode de gestion de nos collectivités territoriales qui sont, je dirais, administrées par des présidents de délégations spéciales issus de l'administration publique aujourd'hui? Effectivement, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Cela fait qu'effectivement, les collectivités, dans le principe qui devaient être administrées par les élus locaux, sont désormais administrées par les présidents de délégations spéciales, que ce soit au niveau de la région ou bien que ce soit au niveau de la commune. Nous nous sommes posé cette question au niveau de la FDL. Cela fait que en novembre, le 9 novembre 2024, nous avons organisé un café débat en ligne où justement nous nous interrogeons sur l'apport ou le rôle et la place de ces présidents de délégations spéciales au niveau des collectivités territoriales. Je pense que je voudrais, par votre micro, dire merci à notre expert qui est membre de l'association, M. Bayala, qui est du MATD, qui avait expliqué justement quels sont les avantages et, si vous voulez, les inconvénients d'avoir ce type de, ou les défis, pas les inconvénients, ou les défis d'avoir la double casquette, d'être le représentant de l'État, mais également
effectivement le représentant de la commune ou bien de la région. Effectivement, il y a une double casquette. Il y a des défis qui doivent être relevés par ces présidents de délégations spéciales. Nous sommes dans une période exceptionnelle, donc on peut profiter, faire un certain nombre de réformes, malgré la double casquette qu'ils ont. Je pense que c'est un avantage qu'ils ont, parce que il y a certains aspects qu'ils peuvent aller un peu plus vite que lorsque nous sommes dans un conseil municipal normal, où il faut prendre certaines décisions avec plusieurs acteurs en même temps. Cela ralentit la prise de décision, mais avec les délégations spéciales, c'est vrai, on a toujours une délégation spéciale, mais la prise de décision est encore plus rapide et plus facile à faire que dans dans un conseil municipal normal. Effectivement, pour nous, tout dépend de comment on prend les choses. Avec cette entre-griffe neutralité politique que les délégations spéciales ont, elles peuvent rentrer davantage en matière de mobilisation de ressources beaucoup plus facilement, parce qu'il n'y a pas ce que nous appelons, dans mes travaux de recherche pour le développement local, il y a ce qu'on appelle l'électoralisme, ou si vous voulez la peur des représailles politiques en prenant certaines décisions. Parce que quand on est un élu local, on a peur de frustrer l'électorat ou bien de prendre certaines décisions. Par exemple, en matière de fiscalité, on va dire, bon, tel maire, bon, si vous nous chargez trop, nous allons fuir de votre commune ou bien nous allons faire vous voter. On peut prendre l'exemple concret même par rapport au déguerpissement auquel on a assisté. Absolument. Mais nous sommes dans une période qui peut être favorable à la prise de certaines décisions, souvent pas populaires, mais qui sont nécessaires pour que nous puissions avoir une bonne gestion au niveau de la cité. Est-ce que je peux tirer cette petite conclusion selon laquelle si on n'était pas avec des présidents de délégations spéciales, si on était avec des maires qui ont été élus, ça allait peut-être être compliqué de procéder, par exemple, à ces déguerpissements auxquels on a assisté, si je vous suis bien. Oui, ça pouvait être compliqué, mais ce n'est pas impossible. La preuve, c'est que ça s'est fait aussi. Au temps du maire Simon, on a vu également qu'il y a des actions qui ont été posées. Tout dépend aussi de la poigne, ou si vous voulez, de la gouvernance ou du leadership du premier responsable au niveau de la collectivité. Il y a ce qui est disposé par la loi, mais il y a le premier responsable qui imprime son leadership et qui montre comment les choses doivent se passer. Donc, on peut être dans une période normale, mais justement, dans la période normale, on doit respecter la loi. La loi dit qu'on ne doit pas occuper les caniveaux. La loi dit qu'on doit payer ses impôts. La loi dit que lorsqu'on veut ouvrir un débit de boisson, on doit avoir une autorisation. Donc, il y a la loi qui est là. Donc, quand nous sommes dans une période normale, on doit respecter la loi. C'est vrai qu'on est dans une période exceptionnelle qui permet de faire certaines choses beaucoup plus facilement. Mais je me dis aussi que même si on était dans une période normale, oui, ça pouvait se faire. Mais je dis que ce qu'on appelle l'électoralisme ou la peur des représailles politiques qui fait que souvent certains acteurs locaux ne veulent pas aller frustrer leur électorat. Alors que présentement, bon, il n'y a pas d'élection. Donc ceux qui sont là ont juste des objectifs. Donc il faut qu'ils atteignent leurs objectifs. Aujourd'hui, l'autre réalité, le Burkina est dans une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, on parle de processus d'endogénéisation. Un certain nombre de partenaires ont arrêté de financer les collectivités territoriales. Comment celles-ci arrivent à s'adapter? Oui, vous faites bien de rappeler parce qu'effectivement, le 12 octobre dernier, nous nous sommes déjà interrogés au niveau de l'association Fiscalité et Développement Local. Nous avions formé justement les collectivités territoriales et je dis merci encore à True TV, à WETFM qui nous avait réussi en son temps pour que nous puissions parler de cette formation parce que nous voyons les choses venir. Nous sommes dans une situation où il y a la rareté des ressources. Nous avons fait des choix au niveau politique qui fait que nous devons nous assumer. Et nous assumer aussi, c'est nous assumer sur le plan économique et financier et ne pas attendre forcément que l'autre vienne nous développer. Voilà pourquoi justement notre association a été créée. Notre association, notre objectif principal, c'est de rappeler aux collectivités, notamment les communes, les régions et même tout le pays, que nous ne pouvons pas nous développer sur la base des apports des autres, mais de compter sur nous-mêmes, sur la base des ressources que nous avons et
de savoir que c'est ça qui pourrait nous permettre de nous développer à partir de nos propres ressources, parce que à partir de nos propres ressources, non seulement nous avons cette fierté de contribuer, mais nous avons également le devoir de regarder qu'est-ce qu'on en fait de notre argent. Parce que si je contribue, j'ai un droit de regard sur l'utilisation de mes contributions à ce que cela puisse aller dans le développement de ma commune, de ma région ou encore de mon pays. Effectivement, les projets ne sont plus là. Il faut que les collectivités puissent se réadapter. Donc nous avions dit qu'il faut que les collectivités innovent dans la façon de collecter les ressources. Aujourd'hui, il y a encore des niches que les collectivités peuvent exploiter. Nous parlons aujourd'hui par exemple de la diaspora locale. Il faut que les collectivités puissent aller dans ça. Il faut que les collectivités puissent changer de façon de collecter. D'accord? Si vous regardez au niveau national, on a par exemple le fonds de soutien patriotique. Pour qu'au niveau collectivité, on n'arrive pas à voir comment est-ce qu'on réunit entre griffes les forces vives de la collectivité pour voir comment est-ce qu'on accompagne la dynamique de développement local. Aujourd'hui, on a une forte diaspora, par exemple, des collectivités qui sont là. Quand on prend, par exemple, la communauté Bissa, elle fait des choses merveilleuses dans leur localité. Mais les autres communes peuvent également prendre le pas. Vous partez à Begdo, vous partez dans d'autres communes qui relèvent à des Bissa. Vous allez voir qu'il y a des initiatives de développement local qui sont faites. Il y a également certains projets au niveau de l'État qui appuient justement les collectivités à ce qu'on puisse créer une économie locale afin de pouvoir créer l'assiette qui servira de base à prélever l'impôt ou encore les taxes. Donc il faut que aujourd'hui les collectivités puissent aller dans ce sens en innovant, en se mettant ensemble aussi. On l'a dit lors de la formation du 12 octobre dernier. Aujourd'hui, il faut que les collectivités mutualisent leurs forces. Au lieu, par exemple, qu'une commune rurale qui a du mal à aller prélever l'impôt ou bien les taxes parce qu'elle n'a pas assez de moyens, elle peut se mettre avec d'autres communes et ils vont mutualiser les moyens et ensuite, j'allais dire, arriver à pouvoir prélever l'impôt comme il se doit. Amos Zongnaba, on en vient à présent à cette mesure du gouvernement qui a décidé de suspendre le transfert de ressources aux collectivités territoriales. Avant d'en venir implicitement, expliquez-nous justement cette notion de la section 98 du budget de l'État. Oui, cette section 98 du budget de l'État est consacrée au budget, les transferts de fonds qui sont liés plutôt aux compétences transférées. Parce qu'au niveau de collectivités, il y a des compétences qui sont transférées. Dans les textes, je pense qu'il y a 11 blocs de compétences qui devaient être transférés, qui vont de l'eau, qui vont de la santé, qui vont des cantines scolaires, qui vont de l'éducation, etc., qui sont transférés au niveau des communes. C'est-à-dire, au niveau des départements ministériels, c'est plus ces départements qui devaient gérer ces aspects, mais ça devait être transféré. Ce sont des compétences qui sont transférées au niveau des collectivités territoriales pour une gestion. Et justement, pour ces blocs de compétences qui sont transférés, chaque année, le budget de l'État budgétise quelque chose qu'on va envoyer au niveau des collectivités pour qu'ils puissent faire face à ces dépenses-là qui sont liées à ces compétences qui sont transférées. C'est ça qu'on appelle la section 98. Pourquoi? Parce que ce sont des fonds qui sont prévus dans le budget de l'État. Puisque ça quitte le budget de l'État pour aller au niveau des collectivités, alors il faut budgétiser ça chaque année à travers la loi de finances qui est votée à l'Assemblée nationale. Mais cette année, justement, on est arrivé à dire que, bon, pour plusieurs raisons, que justement, ce n'est pas la section 98 est supprimée en attendant de voir ce qu'il y a lieu de faire. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette mesure de suspension de transfert de ressources à ces collectivités territoriales? Nous avons vu au niveau de circulaire également. Comment est-ce que vous justifiez